Bienvenue sur la Web TV Salon CE avec notre débat spécial sur l'économie sociale, vulgariser l'économie sociale aujourd'hui et expliquer ce qu'est l'économie sociale. Avant de présenter les invités, je voudrais vous rappeler que la Massive organise cette manifestation en partenariat avec la CRES Île-de-France. Ce village de l'économie sociale que vous allez certainement voir permettra, en tout cas nous l'espérons, aux élus de CE de découvrir des offres alternatives en matière de tourisme social, de culture, de services à la personne et de restauration. Ces offres et services émanent des structures de l'économie sociale et solidaire soutenues par la Massif Île-de-France et la CRES. Quelquefois, par les deux d'ailleurs, les exposants sont donc inscrits dans une démarche sociale et environnementale, je vais y arriver, mettant ainsi en avant l'économie sociale, le commerce équitable, l'insertion et associer l'utilité sociale et performance économique. Avant de présenter nos invités, peut-être un petit rappel au niveau national que l'économie sociale ou l'économie solidaire est la branche de l'économie regroupant les organisations privées, entreprises, coopératives, associations, mutuelles ou fondations qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. En France, ce secteur représente environ 10% des emplois salariés, cette part s'accroissant au cours du temps, puisque depuis de nombreuses années, on est passé pratiquement de 8,5% à pratiquement à 10%, 12% selon les calculs qui sont faits, mais ça, nos invités nous l'expliqueront plus, en particulier tout à l'heure. Les organisations d'économie sociale adhèrent à des principes fondateurs, parmi lesquels la recherche d'une utilité collective, non lucrative ou lucrativité limitée, bénéfices réinvestis au service du projet collectif, gouvernance démocratique, primauté des personnes sur le capital et surtout ce qui crée ce principe, un homme, une voix. L'ESS rassemble des organisations diverses et la définition de son périmètre exact fait encore débat, et notamment depuis la loi de juillet 2014. Alors, pour débattre sur ce sujet, nous avons des invités. Tout d'abord, honneur aux dames, puisque nous avons Marcella Scarron, qui est la secrétaire générale de la Fondation Massif. Nous avons Joël Grosjean, du groupe Massif, qui a œuvré pendant des années et des années, je dois dire, d'une main de maître, comme président de l'économie sociale et solidaire à la Massif Group. Et Éric Forti, à qui nous allons donner la parole dans l'instant, qui est donc le président de la CRES Île-de-France. Alors la CRES, c'est un nom qui sonne bien, mais est-ce qu'on connaît bien la définition? Alors je vais essayer de la donner, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. Éric, un point peut-être sur... J'ai donné un poids économique dans la définition au niveau national. Est-ce que ça se ressemble sur l'Île-de-France ou bien est-ce qu'il y a des différences? Bonjour, merci de me permettre de participer à ce débat. On est effectivement en Île-de-France dans une situation un peu particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le poids économique du territoire francilien ramené au poids économique national, mais en gros l'Île-de-France pèse plus de 32% du PIB national. Et à ce titre, on pourrait penser que l'économie sociale et solidaire est d'une manière proportionnelle plus développée dans ce territoire que dans les autres territoires régionaux français. Et en fait, c'est à peu près vrai, mais il faut regarder de plus près les statistiques, je ne vais pas détailler. Mais en Île-de-France, au dernier recensement, sur les données INSEE 2015, nous sommes dans une situation où l'ESS pèse en gros 7,2% de l'emploi francilien, c'est-à-dire à peu près 320 000 emplois portés par des structures de l'ESS en Île-de-France, et représente en gros 7% du PIB francilien. Ce qui relativement ne paraît pas important par rapport à d'autres territoires régionaux, puisqu'on sait que par exemple en Bretagne, le PIB de l'ESS représente 12% du PIB régional. Dans la région PACA, on est sur près de 11%. Mais c'est vrai qu'en Île-de-France, 7% d'un PIB qui constitue 32% du PIB national, c'est finalement en valeur absolue bien plus important que tous les autres territoires régionaux.
Néanmoins, l'Île-de-France est aussi un territoire qui amène beaucoup de situations concurrentielles et de définitions particulièrement difficiles à faire connaître, puisqu'on est dans un territoire où la communication et les stratégies de développement sont tellement denses que faire parler et faire comprendre ce qu'est l'ESS aux habitants de l'Île-de-France, ça reste un challenge assez important. Eric, avant de passer la parole à Marcella, on parle de 2,5 millions de salariés sur le territoire national, avec les DOM et les TOM, hein, si j'ai bien lu. Tu parles de combien sur l'Île-de-France en salariés? En Île-de-France, on est autour de 320 000 salariés recensés. Mais attention, vous l'avez exprimé dans la présentation de la définition de l'ESS, depuis la loi 2014, nous sommes devant une définition législative qui a défini un périmètre sur la base des principes de gouvernance des entreprises qui constituent et appartiennent à ce périmètre de l'ESS. On est sorti de la définition historique qui constituait à dire que les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations constituaient l'ESS. Se rajoutent à ce périmètre depuis la loi des entreprises qui fonctionnent sur des bases capitalistes, mais qui acceptent de respecter les principes qui sont définis par la loi. Or, au niveau statistique, ça pose un problème, puisque jusque-là, l'INSEE, notamment, définissait l'ESS selon le périmètre historique, association, mutuelle, coopérative, fondation. Donc là, il va falloir modifier les critères de recensement pour pouvoir avoir le nombre exact de tout le périmètre défini par la loi 2014. Donc on est sûrement, selon ce périmètre défini par la loi, au-dessus des 320 000 emplois qui sont recensés aujourd'hui, puisque là on est sur l'ancien périmètre, association, mutuelle, coopérative, fondation. Donc on l'a bien compris, il y a quand même des disparités entre les régions, les départements, en fonction de l'influence donc du monde de l'économie sociale sur les territoires. Marcella, donc vous êtes la secrétaire générale de la Fondation Massive Group. Moi j'ai juste une question, parce que là aujourd'hui nous sommes au salon des comités d'entreprise, nous avons le village de l'économie sociale. J'ai vu qu'il y avait des fondations, il y avait la fondation BNP qui était présente. Il y a quelques années, la fondation Coca-Cola est également présente ici. Est-ce qu'il y a des différences entre la fondation Massif et ces fondations? Alors, je dirais oui, forcément. Puisque nous sommes une fondation d'entreprise créée il y a un peu plus de 20 ans maintenant par un des principaux acteurs de l'économie sociale, donc le groupe Massif. Et je pense que les valeurs de ce groupe ont quand même infusé la fondation et lui permettent de travailler différemment. Parce qu'on n'est pas dans une fondation qui ferait de la charité, qui donnerait des financements et puis qui passerait à autre chose. On est vraiment sur un principe de travail avec des porteurs de projets pour créer de nouveaux services à fort impact social. Alors aujourd'hui, la thématique de la fondation est depuis 8 ans, c'est de travailler sur l'innovation sociale. Alors l'innovation sociale, c'est quoi? C'est d'apporter de nouveaux services à la société, mais d'utilité publique, en fait, qui ont une forte utilité sociale et qui ont un fort impact social. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait à la Fondation? Très concrètement, on est au-delà du financement. On accompagne ces porteurs de projets dans la construction de leurs projets. On est vraiment dans la co-construction de ces projets. On leur met à disposition un réseau. On travaille avec eux. On met en relation des porteurs de projets parce qu'on se rend compte qu'à plusieurs, on est toujours plus fort que seul. On est présent aussi à la fois au niveau national, mais, et c'est assez original par rapport à d'autres fondations, on est présent sur tout le territoire puisqu'on a des élus, Joël en fait partie, et des salariés qui sont présents sur tout le territoire pour accompagner à la fois les grosses innovations, mais aussi les petites innovations locales qui peuvent être importantes localement et qu'on va aussi accompagner à se diffuser, puisqu'on travaille sur la duplication, sur l'essaimage. Par exemple, sur le salon, on a Baluchon qui est présent. Baluchon, c'est un traiteur qui fait de l'insertion, qui fait des propositions intéressantes aux entreprises. Et c'est une innovation sociale dont on s'est dit, c'est vrai qu'elle fonctionne très bien en Île-de-France, pourquoi on ne pourrait pas permettre à des publics d'autres territoires d'en profiter? Donc on va les accompagner pendant 1 an sur la duplication de leurs projets pour qu'ils aillent travailler avec d'autres publics. Voilà. Merci Marcella. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs sur le salon, c'est que vous avez des exposants dans le village de l'économie sociale qui sont également des acteurs de l'économie sociale qui ont été aidés par votre structure de la Fondation. C'est bien ça, on est bien d'accord, hein?
Oui, exactement. En fait, on aide justement que les acteurs de l'économie sociale, puisque associations, entreprises solidaires, entre coopératives, enfin SIC, autres. Donc, on est vraiment présent sur ce créneau de l'économie sociale. Ça, y a pas de, puisque en fait, on ne peut soutenir que des projets qui ont un d'intérêt général. Et c'est vrai qu'on soutient, là, on a plusieurs porteurs de projets qu'on soutient aujourd'hui qui sont présents, qui eux offrent des services marchands à des comités d'entreprise, à des entreprises, mais tout en ayant une vision d'intérêt général. Voilà. Merci Marcella. Joël, donc, vous avez été pendant de nombreuses années donc, le président de la commission économie sociale de la Massif. La Massif, donc, qui s'investit énormément dans le secteur de l'économie sociale, on l'a bien vu, on le sait, c'est une référence, je serais tenté de dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous travaillez avec d'autres acteurs, même de l'assurance, de l'économie sociale, sur des projets. Expliquez-nous. D'abord, nous sommes un groupe, vous l'avez évoqué en ouverture. Au départ, en 1960, nous sommes une mutuelle, point. Et puis progressivement, pour répondre aux besoins de nos sociétaires, on va se diversifier et la réglementation faisant, on va avoir soit des sociétés anonymes qui vont se créer, soit des mutuelles, puisqu'aujourd'hui, nous avons 2 mutuelles dans le groupe, la mutuelle qui gère tous les contrats d'assurance automobile habitation et l'autre mutuelle qui relève du code de la mutualité pour tout ce qui est la complémentaire santé. La particularité du groupe, puisqu'aujourd'hui c'est 5 300 000 sociétaires dans l'ensemble de nos structures, c'est que ce sont les 2 mutuelles qui vont piloter le groupe en termes de gouvernance politique. Les sociétés anonymes sont sous la coupe des mutuelles. Et nos sociétés anonymes, aucune n'est à la bourse, aucune des côtés. Donc ce sont vraiment des outils au service. Ça, c'est un point quand même sur lequel je tenais à revenir 2 secondes. Alors, effectivement, notre préoccupation de l'économie sociale, nos anciens ont opté pour un statut de mutuelle quand ils ont créé la Massif. Aujourd'hui, il est de notre devoir de faire perdurer ce statut et de lui donner du sens. Il ne suffit pas d'afficher un statut, de dire nous sommes une mutuelle, et ça suffit, d'ailleurs les chambres régionales le savent, et la loi l'a reconnu, c'est que le statut ne suffit pas à être certain. Donc le rôle de cette commission économie sociale, qui est une commission sous la coupe du conseil d'administration du groupe, consiste en trois points centraux. D'une part, c'est faire que les valeurs de l'économie sociale que vous avez rappelées en ouverture de débat soient bien présentes en interne du groupe. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas là non plus d'afficher quelque chose. Il s'agit de montrer que ça existe, que c'est palpable, que c'est visible, c'est repérable. C'est important dans ce pays où on perd des repères de pouvoir en afficher. Le deuxième axe, c'est effectivement de travailler avec des partenaires. Et nous avons un partenariat avec le CNCRES, le Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, un partenariat historique. Ça fait de très longues années qu'on est en partenariat avec ce conseil. Nous sommes présents, nous sommes adhérents à l'ensemble des chambres régionales, avec des représentants qui ont occupé parfois des responsabilités de premier niveau, puisqu'on a eu un certain nombre de nos représentants, de nos sociétaires qui ont présidé des chambres régionales. Je pense à Nord-Pas-de-Calais, je pense à la Lorraine, je pense à d'autres. Il y en avait une sur l'Atlantique, là, qu'on a présidé également. Et on a besoin de coordonner cet ensemble d'acteurs. Donc c'est une des missions de cette commission. De même, la Massif est membre fondateur d'un outil que connaît bien l'économie sociale, mais pas que l'économie sociale, France Active. En 1987, la Massif a cru à la capacité des chômeurs à créer leur entreprise. Et pour cela, il fallait les accompagner, notamment avec des garanties d'emprunt. La Massif est un acteur qui, dès le départ, a travaillé à cette construction. Aujourd'hui, France Active est une référence dans notre pays. Là aussi, nous avons un réseau très conséquent de sociétaires qui s'investissent
dans ces fonds, entre autres au service de l'économie sociale et de la TPE, notamment en région et partout dans le pays. Donc ce réseau, nous avons besoin aussi de l'accompagner. On a également un partenariat avec le Centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale, qui est un mouvement très dynamique pour donner envie, pour réfléchir, pour impulser. C'est un peu le poil à gratter de l'économie sociale au niveau de l'entrepreneuriat. Voilà, on a ce genre d'action. Très récemment, je pense que ces jours-ci, on devrait signer un partenariat avec Recherche et Solidarité, qui est une association bien connue dans l'économie sociale, qui fait un énorme travail d'analyse, de statistiques, de recherche, et qui contribue à rendre visible, repérable l'économie sociale. Bon, voilà, c'est ce genre d'action que nous menons. Merci Joël pour toutes ces explications. Moi, j'ai l'impression que le micro ne marche plus. Si, bon, très bien. Moi, ce que je souhaiterais, c'était revenir avec Eric sur cette fameuse loi de 2014 qui a donné alors une assise, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais qui a officialisé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça non plus, mais qui a donné un sens nouveau, en tout cas, au secteur de l'économie sociale et solidaire. Cette loi qui a été un petit peu, non pas contestée, mais qui a été beaucoup discutée parmi les acteurs de l'économie sociale, mais également parmi les représentants des ministères concernés, notamment l'ancien ministre Hamon. Tout à fait. On peut dire que cette loi marque un tournant complet dans ce qu'est l'économie sociale et solidaire, ses enjeux et ses capacités de modifier les modes de production, de distribution et de consommation, puisque finalement vous employiez tout à l'heure le mot alternatif en parlant de réponses nouvelles apportées à ces questions de services et de biens attendus par les individus. L'ESS a cette particularité, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup de ces acteurs, de pouvoir participer de la mutation, de la transformation de ces modes de production, de distribution et de consommation. Donc, quelque part, de modifier le fonctionnement de notre société sous l'angle économique qui est très proéminent en ce moment dans les analyses qui sont faites par les observateurs, sociologues et autres. Donc, au moment où cette loi a été mise en débat, c'est vrai que dans les réseaux de l'ESS, notamment dans ce qu'on appelle le canal historique, associations, mutuelles, coopératives et fondations, il y a eu beaucoup de débats sur l'intérêt d'institutionnaliser l'ESS, de légiférer sur ce qu'est l'ESS, puisqu'au départ, historiquement, l'ESS a quand même cette dimension que je qualifie d'anarchiste pour faire court, mais on comprend bien qu'il s'agit de citoyens qui se rassemblent dans des structures de droit privé pour répondre à des besoins que le public ou le marché ne leur fournit pas. Et toute l'histoire de l'ESS, l'histoire de la Massif, c'est d'abord des individus qui se rassemblent et qui constituent de quoi assurer leurs activités, leurs personnes contre les biens, assurer leurs biens contre les risques éventuels. Donc toute cette logique de loi a été franchement débattue. Beaucoup, mais minoritaires, disaient on n'a pas besoin d'une loi. Il faut qu'on continue à travailler sur l'engagement des citoyens au service de ces entreprises qui répondent à des besoins. Et d'autres disaient, j'en faisais partie, non, il faut qu'on avance en partenariat avec les pouvoirs publics. Parce qu'il y a éminemment un rapport à construire dans les objets d'utilité sociale que poursuivent l'ensemble des entreprises qui participent de ce développement de cette forme d'économie. Il y a un rapport à construire avec les pouvoirs publics et pour cause, on peut espérer co-administrer avec les pouvoirs publics de l'intérêt général, de l'utilité sociale. Donc il faut que les pouvoirs publics puissent nous reconnaître et déterminer qui fait partie de ce périmètre et qui n'en fait pas partie. D'où cette logique de l'article 1er de la loi qui définit clairement ce qu'est l'ESS à travers les critères de développement des entreprises que vous avez rappelés tout à l'heure, que je ne rappelle pas, mais qui sont grosso modo autour d'une gouvernance démocratique de l'entreprise, une personne égale une voix, une utilité sociale avérée dans les objets de l'entreprise, c'est important, une logique de redistribution équitable, c'est abordé dans la loi, c'est-à-dire que l'échelle des salaires pour les entreprises qui n'ont pas les statuts historiques ne doit pas dépasser de 1 à 7 entre le plus bas salaire et le plus gros salaire. Voilà une série de critères qui définissent maintenant clairement ce qu'est l'ESS et qui permettent d'envisager des partenariats avec les pouvoirs publics. Merci Eric.
Oui, donc Eric, j'ai bien aimé votre définition sur le côté un petit peu citoyen, anarchiste. Enfin bon, on crée quelque chose et puis on va faire une grande mutuelle ou une petite mutuelle, mais en tout cas, on va se retrouver entre nous. C'était un petit peu le concept des Égyptiens lorsqu'ils enterraient leurs morts. Ils n'avaient pas l'argent, les malheureux, pour pouvoir enterrer dignement leurs morts, donc ils se cotisaient pour, comment dire, pour pouvoir les enterrer dans les conditions les meilleures, en tout cas ce qu'ils considéraient le meilleur. Et ce qui a commencé, ce qui a permis à être une des premières mutuelles, si je puis dire, quoi, hein. Et donc on n'est pas en 1800 et quelques, en 1900, on est bien loin, hein. Donc moi ce que j'ai bien aimé, c'est ce côté. Par contre, moi j'ai une autre question qui m'interroge sur la loi de 2014. Est-ce que tout le monde a été au même niveau entre les associations, les fondations, les coopératives? Est-ce qu'il n'y a pas des luttes internes entre tous ces acteurs qui a peut-être mis en difficulté, je ne dis pas les négociations, parce que je pense que la loi à l'arrivée n'est pas forcément une mauvaise loi, ça va quand même aider, mais c'est qu'un début, hein. Donc ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas eu tiraillement entre les acteurs? En tout cas, ces quatre grandes familles. Effectivement. Toute l'histoire de l'ESS est quand même constituée de rapports entre différents acteurs qui constituent un tout sur la base des convergences qu'on peut avoir entre les associations, les mutuelles, les coopératives et autres constituantes de l'ESS, qui peuvent partager des principes, qui peuvent être d'accord sur des modes de développement et des objectifs. Mais néanmoins, le périmètre ainsi défini par la loi, mais même avant, est totalement hétérogène. On ne peut pas comparer l'administration d'une association avec celle d'une mutuelle, avec celle d'une coopérative. Ce sont des règles et des fonctionnements complètement différents. Donc déjà, ça note une certaine diversité. Mais en plus, il y a une énorme différence entre les constituantes de l'ESS dans leur rapport au marché. C'est-à-dire qu'on a 80% des entreprises de l'ESS, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sont des associations. Sont des associations qui ne sont pas forcément investies dans des secteurs d'activité qui sont confrontés à une concurrence marchande importante. Je m'explique, en gros les associations au départ ne sont même pas dans une logique de marchandisation de leurs activités. Elles le sont devenues dans une logique de réalisme pour continuer à exister, puisque les associations ont cette absolue nécessité pour se pérenniser de dégager de l'autofinancement et donc de développer des prestations qui sont vendues à leurs usagers adhérents ou qui sont vendues au grand public. Donc on est devant une hétérogénéité aussi dans le degré de rapport au marché. D'ailleurs l'ESS, c'est aussi un périmètre, un espace, des principes de développement qui sont finalement globalement basés sur des rapports à construire et des équilibres à entretenir entre une sphère qu'on pourrait qualifier comme étant les pouvoirs publics, tout ce qui relève de l'intérêt général, du service public, dirigé par des pouvoirs publics élus donc démocratiquement, on est dans une démocratie. Cette sphère doit construire des rapports avec les citoyens et là l'ESS a cette particularité de proposer une organisation des citoyens. Et puis le troisième volet ou espace à considérer dans ce rapport à construire dans le développement économique, c'est bien le marché. Donc on est bien devant une situation où l'ESS est un rassemblement de la société civile organisée qui doit se confronter avec les pouvoirs publics, je le disais tout à l'heure, et qui doit prendre en compte aussi les principes du marché. Ce triangle de base pourrait constituer une base de réflexion sur les équilibres à construire demain dans cette période de mutation pour arriver à une situation de développement économique et social harmonieux. Tout ça pour dire qu'effectivement ce chemin il reste à parcourir parce que dans les constituantes aujourd'hui de l'ESS après la loi, tout le monde ne participe pas du même projet sociétal. Tout le monde n'a pas le même rapport et le même degré de rapport avec le marché. Tous les acteurs ne sont pas forcément au même niveau dans cette volonté de faire évoluer la société. Et ça suppose des débats, ça engage parfois situations qui peuvent aller jusqu'à une logique conflictuelle au sens politique, concurrentielle au sens marchand. On a aussi cette réalité, même si au départ on est sur une logique de coopération, de mutualisation, dès qu'on s'attaque à un espace mercantile, au marché, donc, on est bien obligé de se loger dans une logique concurrentielle. Donc, tout l'intérêt d'avoir une chambre régionale pour essayer de rapprocher tout ce beau monde et une CNCRES nationale, là, également, pour travailler au niveau national. Marcella, j'ai une petite question qui me vient
à l'idée. C'est aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts avec les autres fondations? Est-ce que vous travaillez avec les autres fondations qui sont notamment pas forcément des fondations qui sont issues de l'économie sociale? Alors oui, tout à fait. Tout à fait, puisque nous avons des moyens qui sont importants mais limités. Donc c'est aussi intéressant de se rapprocher, de travailler avec nos pairs pour savoir ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, sur une question qui est celle de la mobilité, qui est une de nos grandes thématiques, nous nous sommes rapprochés de la fondation PSA pour lancer un appel à projet commun sur une thématique qui est celle de la mobilité des publics les plus fragiles, que justement cet appel à projet commun s'appelait Fragiles et Mobiles l'année dernière. Donc nous avons rapproché nos moyens, donc nous travaillons ensemble, nous accompagnons ces porteurs de projets ensemble, puisque finalement avec certaines fondations on se rend compte qu'on est amené à accompagner aussi les mêmes projets. Donc autant le faire de façon cohérente, rassembler nos moyens et travailler ensemble. Donc oui, ça nous arrive souvent. Joël, sur l'économie sociale et solidaire, la commission, ce qu'on appelle la commission économie sociale et solidaire de la Massif, il vous arrive donc de travailler également avec d'autres mutuelles, vous êtes investi tout à l'heure, vous l'avez dit, dans les CNCRES, dans les CRES. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des élus qui vont siéger dans ces CRES. Qu'est-ce qu'ils y font exactement? Alors là, on a évoqué la gouvernance pour caractériser une entreprise de l'économie sociale. Dans le groupe Massif, donc ce sont les 5 300 000 sociétaires ou adhérents de la mutuelle santé qui vont élire leurs représentants, un petit peu comme les Français vont élire leurs députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, nos sociétaires vont élire un réseau de délégués. Nous en avons aujourd'hui 167 nationaux, donc qui viennent de toutes les régions, et à minima un par département. Et demain, donc, on envisage même pour les élections de 2017 de passer de 167 à 192. Donc on est bien dans une dynamique de représentation que l'on renforce. Et ce réseau de délégués nationaux qui siègent à l'Assemblée générale des instances du groupe, Massif ou Massif Mutualité, vont être complétés par un réseau de délégués de proximité dans les territoires, ancrés dans les territoires. On en a environ 2000 qui vont être donc des sociétaires, bien évidemment, qui vont être notre, j'aime pas le terme, mais c'est ce qui me vient en tête, notre force de frappe pour intervenir sur tout ce qui est la dimension sociétale, la dimension d'accompagnement, la dimension d'émancipation, puisque l'émancipation, c'est aussi une valeur forte de l'économie sociale, faire que les citoyens ne soient pas des assistés, mais ce soient des gens en capacité de relever la tête, de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités, de conduire des projets, ce que Eric, tu évoquais. Donc effectivement, on est dans cette logique-là. Donc on a un réseau de délégués qu'on sollicite qui apprécie énormément d'intervenir sur le terrain. Alors ça va être intervenir dans un conseil d'administration de chambre régionale, mais ça va être aussi d'être acteur sur le terrain, de participer à un pôle territorial de coopération économique, par exemple, où un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale, mais pas que, de collectivités, d'entreprises privées, sur un problème donné, vont réfléchir et apporter des pistes, des débuts de réponse. Et là, on va retrouver des militants mutualistes, dont ceux de la Massif, mais pas que. On travaille avec les collègues de la Maïf, tu évoquais des mutuelles. On travaille avec les collègues de Matmut, puisque 2016 a été une année particulière. On a travaillé à plusieurs reprises avec aussi les délégués de Matmut dans les chambres régionales pour confronter notre façon de voir les choses et d'essayer de travailler main dans la main, parce que c'est ça l'intérêt quand même que l'on recherche, c'est d'avoir des choses qui avancent. On vient de rencontrer récemment une grosse association qui s'appelle ESPER, Économie sociale pour l'école de la République, association avec laquelle vraisemblablement on va passer un partenariat pour développer la connaissance de l'économie sociale dès le collège et le lycée, profitant de la réforme du collège, même si elle est chahutée, il y a des choses dans lesquelles on peut prendre appui. Donc on va travailler avec eux sur ces questions-là. Donc effectivement, on travaille avec la MGEN, qui est une grosse mutuelle également. On est surtout dans le champ des mutuelles, bien évidemment, puisque ce sont
les partenaires qu'on rencontre prioritairement. Alors moi j'ai une question que j'aimerais poser aux deux, là, à Eric et à Joël. Tout à l'heure tu parlais de la Massif, de la Maïf, la Matmut, des gros mammouths quand même qui intègrent des chambres régionales. Il n'y a pas de tentation à vouloir essayer d'imposer certaines choses? Et comment peut réagir, alors je sais que sur l'Île-de-France c'est pas le cas, hein, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas des tentations quand même de la part des personnes qui intègrent les conseils d'administration des CRES? De votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, effectivement, vous avez raison de souligner qu'en Île-de-France, en ce moment, la Chambre régionale vit une période de mutation extrême depuis la loi. Hein, c'est clair. Nous sommes en train de changer d'échelle, nous sommes en train de définir les missions qui nous sont confiées par la loi de façon à nous structurer de manière à pouvoir les remplir et pouvoir les assumer, ces missions. Ça veut dire se doter d'un organigramme de compétences en embauchant des personnes qui vont permettre d'assumer ces missions. Tout ça est administré par le conseil d'administration. Cette période de mutation génère effectivement des différences de point de vue, du débat, mais c'est globalement aussi une des caractéristiques de l'ESS, qui est une forme d'économie que l'on veut démocratique. C'est-à-dire que dans la question qui anime le CA de la CRES Île-de-France en ce moment, tout le monde n'a pas les mêmes visions du développement, de la façon dont on va procéder, est-ce qu'on va faire comme ci, comme ça. Et ça, c'est vraiment le cœur et la richesse de l'économie. Mais il faut bien dire, de l'économie sociale et solidaire, ce fonctionnement démocratique, mais il faut bien dire que l'homme est ainsi fait, avec un grand H, que beaucoup de travers peuvent être issus de ces principes démocratiques, et qu'on est souvent à la limite de l'anesthésie globale des uns et des autres qui, affichant leur position, ne font pas le petit bout de chemin pour arriver à faire des choses ensemble et sont radicalement installés, pour certains c'est le cas, dans une position qui est immuable. Donc tout le travail de nos conseils d'administration, c'est de faire évoluer cette réflexion collective pour arriver à traduire tout ça, du débat, comme disait l'autre, naît la décision collective pour avancer. Ce qui n'est pas toujours compatible, mais ça je le verse, c'est une opinion personnelle liée à l'expérience, ce qui n'est pas toujours compatible avec les principes du marché dans lesquels, je le disais tout à l'heure, nous sommes obligés de nous positionner quand même. Pour une bonne partie de nos activités, nous sommes en rapport avec les principes du marché qui sont, on le dit, rapides, accélérés et qui parfois ne laissent pas le temps du débat et de la démocratie. Nous nous attachons, nous, dans l'ESS, à essayer de joindre ces deux bouts, à la fois respecter les principes de débat démocratique et en même temps être en mesure de s'adapter à la vitesse de décision qu'il faut prendre pour s'implanter, se développer, mutualiser, coopérer. C'est parfois difficile. Joël, fort de votre expérience, vous partagez? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que dans les chambres régionales, de grands groupes sont présents, puisque les groupes bancaires coopératifs sont tous adhérents, ou quasi tous adhérents des chambres régionales. Hein, je pense à Caisse d'Épargne, Banque Populaire, Crédit Coopératif, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Les assureurs mutualistes sont présents. Donc effectivement, des groupes comme, si je prends la Massif, avec nos 5,5 millions de sociétaires, et puis une association qui va venir représenter un mouvement d'éducation populaire, par exemple, c'est deux poids, deux mesures. Alors il y a une première chose, je crois. Il ne faut pas confondre une adhésion à la CRES avec l'occasion de venir faire du commerce. On ne va pas dans une chambre régionale pour vendre des contrats massifs. C'est extrêmement clair. On ne s'interdit pas, bien évidemment, autour d'impôts, de discuter, de conseiller éventuellement, modestement, puisque moi je ne suis qu'un sociétaire, et je ne suis pas un commercial de la Massif, mais on n'est pas là pour vendre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la caractéristique pour la Massif, c'est que ce sont des sociétaires qui siègent dans les chambres régionales ou dans les fonds territoriaux de France Active, j'évoquais tout à l'heure. Ce ne sont pas des techniciens. Ils sont très minoritaires quand ils y sont, ou ils viennent en suppléant, mais en règle générale, ce sont des militants qui s'engagent. Ça, c'est quand même une caractéristique de la Massif. Et enfin, le dernier élément, il ne faut surtout pas que les grandes structures de l'économie sociale, donc je disais, hein, les groupes coopératifs ou les grandes mutuelles, on vienne un petit peu de façon condescendante, en disant on va vous donner un petit coup de main, vous inquiétez pas. C'est pas ça. On est
authentiquement des acteurs. En 1960, on a démarré, on avait 0 sociétaire, puis on en a eu 5-6, puis on en a eu 20, et puis aujourd'hui on en a 5 millions. Donc c'est la preuve que les statuts de l'économie sociale permettent des réussites économiques. Mais ce n'est pas parce qu'on a réussi économiquement d'ailleurs que c'est éternel, c'est toujours très fragile, bien évidemment, mais c'est surtout d'avoir des convictions et de se donner les moyens de les mettre en œuvre. Par exemple, la Massif, très concrètement, va construire des actions, elle se donne les moyens en hommes avec un H, comme tu as dit, hommes ou femmes, à mener des actions, à les accompagner un peu financièrement et à donner à voir. On parlait de la mobilité tout à l'heure, je sais qu'en Franche-Comté récemment, moi je suis de l'Est, on a mené une belle action avec la Chambre régionale et on continue de la mener dans la durée sur comment l'économie sociale apporte des réponses à la question de la mobilité face à des pertes d'autonomie, à des difficultés d'accès. Donc, quelles réponses on peut apporter? Et là, c'est de la coopération avec un certain nombre d'acteurs, et notamment la CRES au centre. Donc, il ne faut pas se tromper d'objectif quand on adhère à une CRES. Donc, ce qui veut dire que le principe un homme, une voix est bien respecté sur la gouvernance de la CRES, notamment, qu'elle soit régionale ou qu'elle soit nationale. Donc ce principe-là, c'est le principe de base. Non seulement c'est le principe de base, on le rappelait tout à l'heure sur la démocratie économique que nous souhaitons faire respecter dans nos modes de développement, mais j'insiste sur ce que vient de dire Joël. C'est très important que tous les membres du conseil d'administration de la CRES, donc tous les représentants des entreprises, quel que soit leur statut, qui sont dans le périmètre de l'ESS sur le territoire régional, comprennent que dès lors qu'on intègre cet outil, puisque finalement la CRES est un outil de promotion d'une forme d'économie, ils dépassent leurs intérêts sectoriels. En gros, il n'est pas question de rentrer dans une volonté de s'engager à administrer la CRES pour pouvoir développer, comme l'a rappelé Joël, son activité marchande dans sa société ou dans son réseau de sociétés. Il est question de développer et d'affirmer les principes de l'ESS qui nous rassemblent. Et donc, on dépasse les intérêts sectoriels au service de l'ESS que la loi cherche à promouvoir. Parce qu'il faut bien dire, cette loi, elle a été dictée par ce gouvernement. C'est une promesse du président Hollande qui avait été élu sur des bases de promesses, dont celle-ci. C'est un principe qui permet d'espérer effectivement de changer d'échelle. La loi a cette ambition dans le préambule, permettre la promotion d'une forme d'économie qui doit changer d'échelle. Attention, ça ne veut pas dire, souvent c'est compris par les citoyens, comme étant faire de nos petites entreprises des grandes entreprises. Non, ça veut dire partager avec le plus grand nombre d'acteurs les principes qui nous rassemblent dans ce périmètre. Voilà les objectifs de la loi et de la CRES. Merci. Marcella, tout à l'heure, vous nous avez dit que vous aviez aidé des acteurs d'économie sociale donc qui sont présents sur le salon aujourd'hui. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quelles étaient les relations que vous aviez après. Parce que vous aidez à un moment donné, vous accompagnez, et après, ces acteurs sont dans la nature, je tentais de dire, ou bien est-ce qu'il y a un suivi de la part des fondations? Alors justement, on aide en général jusqu'à 3 années de suite. C'est pas une aide ponctuelle qui arrivera à un moment et puis après on passe à autre chose. Donc c'est une aide plutôt longue. Mais après, on a aussi des relais. On les met dans un écosystème, on les met en relation avec d'autres organismes et on les aide aussi à voler de leurs propres ailes parce que l'idée, c'est pas justement de faire de la charité à un moment et puis de passer à autre chose. C'est de les faire vivre, de les aider à trouver un modèle économique, quelle que soit leur structure. Donc on n'est pas là pour assister à un moment et passer à autre chose. On est vraiment là pour les accompagner, pour qu'ils puissent démarrer et justement ensuite vivre de leurs propres ailes. Ensuite, rien ne nous empêche de revenir vers des acteurs. Là, on l'a fait sur ce salon de l'économie sociale. Il y a des acteurs qu'on a aidés à un moment et justement dont on sait que ça peut les intéresser de trouver une ouverture vers les CE. Donc on va aller les solliciter. Depuis la création, la fondation, depuis sa création, pardon, la fondation avec les 4000 structures, alors on n'est pas aujourd'hui en relation avec les 4000 structures tous les jours, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on a un réseau de structures qu'on sollicite et justement qu'on peut aider, accompagner, qui peuvent aussi nous aider à réfléchir sur des sujets et avec lesquels on travaille régulièrement. Dernière coupure. Donc,
Une question peut-être sur les emplois, parce qu'on voit que c'est pratiquement plus de 2,5 millions de salariés qui travaillent dans le secteur de l'économie sociale. J'ai été étonné parce que c'est plus de 60 milliards de rémunérations qui sont versées, 60 milliards, et qui génèrent 90 milliards d'euros de valeur ajoutée, provenant bien sûr de la majorité des activités marchandes. Alors je suis assez étonné, alors je ne suis pas un économiste, mais je suis assez étonné par ce chiffre quand même assez énorme, quoi. C'est Eric. Sur Oui, l'Île-de-France, c'est pas le cas. Si, c'est le cas. Et heureusement. Ça fait partie. Mais attention, on est sur 60 milliards en gros, effectivement, de masse salariale, on va dire, globale, mais rapporté à plusieurs millions de salariés. Donc il faut revenir sur des considérations de revenus individuels générés par les salaires versés par les entreprises de l'ESS. Globalement, on est inférieur au secteur marchand et au secteur privé capitaliste. La plupart des échelles de salaire dans les entreprises de l'ESS, qui sont 80% d'entre elles des associations, il faut le rappeler à chaque fois, sont des toutes petites entreprises, majoritairement. Le cas du groupe Massif est pas exceptionnel. Il y a aussi des grands comptes dans d'autres secteurs d'activité que l'assurance au sein de l'ESS. Mais globalement, nous sommes une myriade de petites entreprises qui portent des nombres d'emplois inférieurs à 10. C'est quand même ça la majorité des troupes de l'ESS. Donc avec des niveaux de salaire qui sont globalement inférieurs au secteur marchand, ça je le disais, mais qui sont aussi assez caractéristiques. On a par exemple plus de femmes que d'hommes. Mais on regarde de plus près et on s'aperçoit qu'on a plus de femmes dans des activités de type classe salariale inférieure, dans des activités avec des responsabilités qui ne sont pas celles d'un dirigeant d'entreprise. Où là, majoritairement, on retrouve la même chose que dans l'économie classique, où la majorité des dirigeants des entreprises de l'ESS, y compris associatives, sont des hommes. Donc ça, c'est des petites caractéristiques qui nous amènent à dire que, attention à la comparaison macro, il faut rentrer dans le détail pour voir comment sont constitués ces chiffres de masse salariale de 60 milliards, de plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes, etc. La dernière chose qui me paraît importante à souligner, c'est que l'ESS est un rassemblement d'acteurs qui répondent à travers l'entreprise qu'il crée à des besoins sociaux ou autres qui sont mal couverts par le marché ou par le public, et que ça génère en ce moment quelques difficultés sur la pérennisation des entreprises, notamment des associations. Je ne découvre rien en disant que en ce moment les deniers publics qui sont à travers les subventions octroyées aux entreprises d'utilité sociale associative notamment sont en baisse, sont en large baisse. Or ces chiffres que je vous donne là sur les emplois et que nous rappelons tout à l'heure font état en ce moment d'une stagnation. C'est-à-dire qu'on a été longtemps dans une période de développement du nombre d'emplois, mais là, la composante associative étant très importante et étant très subventionnée, ou en tout cas subventionnée par les pouvoirs publics dont les budgets sont en baisse, amène à constater depuis la crise 2008 une stagnation du nombre d'emplois vers quelque chose que tout le monde redoute, c'est-à-dire une baisse du nombre d'emplois dans l'ESS, parce qu'on assiste quand même depuis 2008 à des liquidations d'associations qui n'arrivent pas à se pérenniser dans ce contexte de raréfaction des budgets publics qui leur étaient consacrés jusque-là. Donc attention à la tendance dans laquelle nous sommes, qui risque d'être un peu surprenante. Enfin, en tout cas, une chose est intéressante dans ce que vous venez de dire, puisque majorité de femmes travaillant dans les entreprises de l'économie sociale, dans la presse économique de ce matin, si vous avez l'occasion de la lire, vous verrez que dans les conseils d'administration du CAC 40, on arrive timidement à 40%, l'obligation légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces entreprises-là ne réussissent pas et ne souhaitent pas, alors ça après c'est un choix politique, c'est autre chose, à vouloir intégrer, à vouloir faire travailler des femmes au sein de leur conseil d'administration et de leurs entreprises en cadre de dirigeants. Voilà. Donc ça méritait d'être souligné par rapport à ce que vous faites, vous, en tout cas dans ce secteur d'économie sociale. Juste, parce que nous allons arriver au terme de notre web TV, du salon CE et de l'édition 2016 septembre. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, vous avez des projets tous, là, tels que vous êtes. En 2016, on va continuer sur cette lancée. Le groupe Massif, alors, par exemple, pour ce qui est de l'économie sociale sur le groupe Massif,
Vous avez des projets sur comment vous allez travailler avec les acteurs, vous avez des projets sur comment vous allez travailler à l'intérieur du groupe, parce qu'à l'intérieur du groupe, vous avez également des acteurs d'économie sociale. Notamment, vous avez un comité d'entreprise au groupe Massif. Donc comment vous arrivez à concilier tout ça? Est-ce que vos projets vont au-delà des CRES et plus particulièrement à l'intérieur de la Massif, du groupe? Oui, alors des projets, nous en avons, puisque 2017, ça sera également une année d'élection au sein du groupe. Bien sûr, avant, il y aura d'autres élections, mais 2017, donc fin d'année, on va aux élections et on va travailler sur un programme d'action mutualiste qui va renforcer toute la dimension de relations en direction de la société, portée par les élus, portée par ces élus de proximité dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Et on va renforcer la relation en interne dans le groupe entre ce que fait la Fondation, entre ce que font les acteurs de l'économie sociale du groupe Massif sur les territoires, le travail de la prévention, puisqu'on a un énorme travail de prévention au service du grand public, des sociétaires. Donc l'objectif est de donner plus de clarté, plus d'organisation, pour qu'on ait vraiment un réseau qui puisse réflexir, agir, proposer, mener des actions avec d'autres, avec les CRES notamment. Donc ça, c'est les perspectives que l'on est en train de construire aujourd'hui, avec également un outil que le groupe est en train de peaufiner. Alors il est un peu tôt pour en parler, mais on va avoir une magnifique plateforme au service de défis à relever France entière. Ce qu'on évoquait, hein, les besoins sont énormes et on pense que plutôt que d'attendre que des solutions viennent d'on ne sait où, alors certes on va avoir des promesses en quantité dans les mois qui viennent, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le mieux, c'est de se prendre en main, et le groupe Massif a résolument pris la décision politique et aujourd'hui opérationnelle, puisque ça va être révélé dans les mois qui viennent, et ça sera opérationnel début 2017. Donc une grosse plateforme qui permettra à tout citoyen qui le souhaite à relever des défis, à s'engager, à apporter un plus à son voisin, à une association, etc. Vraiment mettre en dynamique les personnes avec l'économie sociale. J'ai cru comprendre également que la Massif s'était dotée d'un agenda mutualiste. Vous êtes au courant de cela? Oui, c'est ce que je viens d'évoquer un petit peu. Hein, notre réseau de sociétaires qui sont élus pour, entre autres, représenter la totalité des sociétaires au moment de l'Assemblée générale. Bon, on ne se contente pas d'attendre une Assemblée générale pour militer à la Massif. Au quotidien, à chaque fois que nos délégués de proximité peuvent consacrer un peu de temps, et ils en consacrent pas mal quand on fait le décompte, ils le font au service des sociétaires, au service de la société, au travers d'actions mutualistes portées par un agenda mutualiste qui reflète les métiers du groupe, c'est-à-dire les questions de mobilité. Marcella, tu évoquais la mobilité tout à l'heure, au travers des questions de l'habitat, des questions de la santé, des questions de la finance, puisque on est aussi un acteur financier sur le terrain. Donc sur ces 4 grands champs-là, on mène toute une série d'actions au service de la population, au service des sociétaires, pour faciliter l'accès à l'habitat, l'accès à la santé, l'accès à la mobilité, l'accès aux finances, bien gérer son budget. On connaît la situation de la précarité, de la pauvreté dans notre pays. Il y a des choses en quantité à faire. Donc on est sur ces champs-là, sur ce terrain-là, des petites actions, mais aussi des créations, des aides à la structuration. La Fondation le fait très bien, ou avec les chambres régionales, comment on aide une association à dépasser le projet et à passer à l'action avec un début d'activité économique, tout en gardant bien évidemment un projet militant avec des bénévoles. Merci Joël. Donc on le voit que le groupe Massif est pleinement investi dans le secteur de l'économie sociale,
pas que par des mots, mais également par de l'action réelle et de terrain. Marcella, donc sur la fondation 2016, j'ai cru comprendre que vous aviez un projet mutualiste en place, vous allez avoir une nouvelle gouvernance en place, il y a plein de choses qui vont bouger à la Massif. Est-ce que vous pourriez nous donner les grandes lignes, en tout cas vos projets pour ce qui va se passer à la Fondation Massif ces 2-3 prochaines années? Alors, les grandes lignes sur la fondation, c'est continuer à soutenir avec le groupe, les actions du groupe sur les territoires, l'innovation sociale dans les territoires, sur les thématiques dont Joël a parlé tout à l'heure, qui sont la mobilité, la santé, la finance solidaire et l'habitat, et de façon transversale, le lien social. Après, peut-être sur des projets, alors même pas de 3 ans, mais assez récents. Tout à l'heure, Eric Forti avait parlé de l'économie sociale, qui était une économie qui permettait aux citoyens de se prendre en main, de leur donner du pouvoir. Et nous aussi, en fait, on veut travailler sur ce pouvoir d'agir, et on va permettre, via la Fondation, à nos 5 millions de sociétaires, de sélectionner des projets qu'ils ont envie que la Fondation aide en fait de choisir sur une sélection de projets sur ces thématiques, sur tous les territoires, savoir sur lesquels la Fondation doit aller encore plus loin. Et donc on va leur ouvrir, leur donner ce pouvoir d'agir à un moment, ce qui permettra de mettre en lumière ces actions-là auprès de nos 5 millions de sociétaires, ce qui finalement fait une grosse partie de la population française, et de voir en fait ce qui est fait, la richesse de cette économie sociale sur les territoires, ce qui est fait localement. Voilà. Merci Marcella. Eric, donc on arrive à la fin de notre entretien. La CRES, grand projet politique, je suppose, mise en œuvre de la loi 2014. Vous avez déjà commencé, je le sais, mais avec notamment les rapports que vous allez avoir avec le Conseil régional, qui a changé également de gouvernance, avec tous ces acteurs qui sont autour de cette chambre. Je suppose que vous avez du pain sur la planche, quoi. Ça, vous avez du travail, quoi. Oui, c'est vrai, mais tant mieux. C'est vrai que, exactement comme vous l'avez dit, on est dans la période post-loi, donc il faut qu'on se structure pour pouvoir respecter et faire vivre ces lois sur le territoire francilien, en l'occurrence pour la CRES Île-de-France. Que ça se croise avec une situation et un contexte socio-économique qui est franchement pas bon depuis plusieurs années. Certains disent depuis plusieurs dizaines d'années, mais là particulièrement depuis 2008. Et que donc, sans aller plus loin que ça sur la prétention que pourrait avoir l'ESS à résoudre ces problèmes sociaux et économiques, il y a quand même dans nos principes quelques solutions aux problèmes. Voilà ce que nous affirmons. Et le rôle de la CRES Île-de-France, ça va être de faire comprendre à tous ces partenaires potentiels, publics ou privés, que nous sommes peut-être les possibles accompagnateurs, nous acteurs de l'ESS, des mutations qui sont en cours pour éviter les fractures et les difficultés et sociales et économiques, puisque nous sommes sur ce principe et ce pari qui n'est plus un pari. Franchement, on a bien vu à travers toutes les expérimentations qui ont été rappelées que nous sommes porteurs tous ensemble de cette capacité d'adopter d'autres nouveaux modes de production, de changer de paradigme aussi de base sur les principes économiques, où on veut bien le dire aujourd'hui, ce sont quand même les principes du marché concurrentiel et enrichissement par la propriété individuelle qui dominent, définition du capitalisme historique, et que donc la CRES Île-de-France se donne cette responsabilité avec tous ces acteurs, c'est-à-dire tous les acteurs de l'ESS rassemblés à la CRES, en Île-de-France en tout cas, de participer de cette transformation, de participer de cette mutation en évitant les chaos. Et par exemple, le premier point très concret qui nous anime pour les quelques jours qui viennent, c'est de mettre tout en œuvre au sein de nos réseaux pour influencer la région Île-de-France et la signature de son futur schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. L'ESS entend, et la CRES Île-de-France particulièrement, participer des débats, participer des échanges pour arriver à des situations où l'ESS aura sa place et le rôle qu'elle doit jouer dans les politiques publiques qui cherchent à développer économiquement le territoire francilien. C'est notre première priorité.
La deuxième, elle est constante, c'est partager nos principes avec le plus grand nombre, donc des rapports avec l'école, des rapports avec les lieux de formation, avec les universités, pour faire connaître l'ESS. On est dans un défi quasi culturel, puisque beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont par exemple sociétaires d'une mutuelle qui est une entreprise de l'ESS ou adhérents d'une association qui est une entreprise de l'ESS. C'est encore un travail très important à faire d'acculturation des publics à ces principes. Eh bien, merci Eric. Il me reste à remercier nos trois invités sur ce plateau de la Web TV 2016 du Salon CE. Merci encore parce que je crois que vous nous avez éclairé sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Lorsque vous allez dans les allées, notamment du salon, vous posez la question, on voit qu'il y a des réponses qui sont vraiment différentes et souvent c'est l'économie du social. Alors que là, on l'a bien vu, ce n'est pas ça du tout. Je ne peux que vous inviter à venir visiter ce village de l'économie sociale qui, je le rappelle, a été une émanation de la Massif Île-de-France et la Crèce Île-de-France, un travail commun, un travail qui a été compliqué parce que c'est beaucoup d'énergie dépensée. Mais je pense qu'on a réussi à faire, je serais tenté de dire, une belle opération. Au-delà de l'opération, j'allais dire, visuelle, c'est quelque chose qui va permettre, je pense, aux élus des comités d'entreprise de pouvoir rencontrer les acteurs, en tout cas ceux qui sont présents, de l'économie sociale et solidaire de la région Île-de-France. Merci à vous et à bientôt et je l'espère au prochain salon. Merci.